Torche-toi le cul avec une feuille de houx, tu verras. Donc là, on est au chêne à Guillotin. Alors, je crois que c'est au XVIIe siècle, il y a eu un moine qui s'appelait Guillotin. Et on ne sait pas trop pourquoi il a été poursuivi par la garde républicaine, sabre au clair. Et puis, il ne savait plus trop où se mettre. Donc il est arrivé ici et il s'est réfugié dans le chêne. Et puis là, il y a eu un truc magique qui s'est passé, c'est qu'il y a une toile d'araignée qui s'est tissée sur cette ouverture. Et puis, on ne l'a jamais retrouvé, quoi. Donc les soldats sont passés à côté. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ils ne l'ont jamais retrouvé. Et on dit que cette araignée aurait été maintenant l'abbaye de Paimpont. Ce serait cette araignée qui se serait posée, qu'il y aurait eu l'abbaye de Paimpont qui se serait formée sur cette place. Voilà. Donc c'est le plus vieux chêne de Brocéliande, il a plus de 1000 ans. Et il est vraiment fabuleux. Finalement, Guillaume. C'est un grand copain. Mais il avait pas ça, il avait comme sa tête, non? Un voyage dans l'espace et à travers une profession. Imaginez-vous qu'il y a de cela des années, des gens vivant sur cette terre française ont trouvé des arbres, des beaux gros arbres, les ont coupés, ont fait des formes, des membrures, tout ce que vous voudrez, les immenses monts. Ils ont construit des bateaux. Ils sont montés sur ces bateaux, ont traversé l'océan avec l'intention de fonder une nouvelle colonie. Ils sont débarqués au pied du Cap Diamant, car croyait-il qu'il y avait des diamants dans la falaise. Ils sont installés là le 3 juillet 1608. Ça fait 401 ans, mesdames et messieurs. Mais les gens se sont installés. Au début, on allait fonder un pays pour devenir riche, bien évidemment. À un moment donné, c'est bien beau, là, travailler, ramasser des fourrures, vendre les fourrures, les colonies, les compagnies, tout ce que vous voudrez, la richesse. Mais à un moment donné, des hommes tout seuls dans une forêt, ça fait pas des enfants forts. Ça fait que le roi Louis XIV, il dit, tiens, on va envoyer des femmes là-dessus. Il a envoyé plus de 1000 femmes, les filles du roi. Et Louis XIV disait, vous avez obligation de vous marier, fonder une famille. Et si vous avez plus de 10 enfants, on vous donnera de l'argent supplémentaire. Et chaque famille avait une terre. Une terre, ils n'étaient pas propriétaires de leur terre, évidemment. Il y avait des seigneuries. Les seigneuries étaient divisées. Chaque famille avait un accès au fleuve. Le fleuve, la seule voie de communication, bien évidemment. Toutes les terres sont habitées le long du Saint-Laurent, l'île d'Orléans. C'est magique, c'est magique. Ça s'est construit rapidement. Pendant des années comme ça s'est développé. Il y a eu de plus en plus de familles, de plus en plus d'enfants, de plus en plus de gens. Sauf qu'à un moment donné, voulais-tu pas que la terre est convoitée par d'autres mondes? Pas dire des vilains mots, je les dirais pas. Les hostiles crises anglais. Oh, bon. Alors ces gens-là, ils convoitent le nouveau pays, bien évidemment. Ils veulent le bois, les richesses, tout ce que vous voudrez. Ces gens-là arrivent en bateau. Ça fait que là, dans le village de Saint-Joachim, le village d'où je viens, ou à peu près, là, on va dire d'où je viens, pour l'histoire. Ça fait que, dans le village, ça commence à se parler, cette histoire-là. Hey, il paraîtrait que les Anglais s'en viennent. Mais nous autres, on veut pas lui donner nos richesses. Ça fait que là, il y a un grand gars costaud, le plus gros costaud du village. Il dit, moi faire le tour de tous les villages, y arriver à toutes les maisons, cogner ou pas. Et il paraîtrait que les Anglais s'en viennent. On va se faire un immense coffre. On va mettre tout dedans nos objets précieux, nos pièces d'or. On va aller cacher ça en dessous du plus grand, du plus vieux des arbres. Puis quand les Anglais seront passés, on ira les rechercher. Ben c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait un tour de tout le village de Saint-Joachim. Ils ont mis ça dans le coffre. Ils sont arrivés en dessous du plus grand des arbres, du plus vieux des arbres, du plus gros des arbres. Ils ont fait le trou. Ils ont mis le coffre dedans. Mais avant de l'enterrer pour de bon, il était 6 gars. Le grand costaud, il en avait choisi 6 dans sa gang, dans le village, pour faire ça, creuser le trou et tout. Le plus grand des costauds, il dit, hey, il dit, les gars, il dit, on peut pas s'en aller de même, là. Ça va prendre un gardien pour le coffre. Un gardien pour le coffre, qu'est-ce que tu veux dire? Oh ouais, un gardien pour le coffre. Il dit, ça va prendre un mort, parce que ça prend un mort pour garder le coffre.
Hey, t'es-tu malade, toi? On n'est pas venu ici pour se faire tuer, on est venu ici pour cacher un coffre, c'est bien rien que tout ce qu'on a... Ouais, mais les gars, ça presse, les Anglais s'en viennent, les Anglais s'en viennent! Fait que là, ils ont fait ni un ni deux. Bon, ben, OK, le grand, le costaud qui avait tout organisé l'affaire, il dit, bon, ben, c'est correct, on tire à courte paille. Vous savez ce que c'est, la courte paille, hein? Il tire à courte... Savez-vous qui c'est qui a tiré la plus courte des pailles? Ben, le plus grand, le plus costaud. Fait que le gars, coudonc, les gars, c'est moi qui a eu l'idée, tuez-moi, puis enterrez-moi avec le trésor. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont tué le gars, ils te l'ont enterré avec le trésor, en dessous du plus vieux, du plus grand, du plus gros des arbres, à côté de la petite ferme, à Saint-Joachim, en 1759. C'est assez précis, ça? Bon, c'était dans l'été, en plus. Ça fait que là, ben, les Anglais, les maudits Anglais, sont arrivés. Et ils ont même détruit, ils ont mis le feu dans l'église du village, dans l'église, qui est aux côtés de la grande ferme, je vous jure, hein. C'est là, cette histoire-là, ça a fait que toutes les récoltes ont été brûlées, les maisons, ça a été... En tout cas, c'était la misère. Mais là, les autres qui étaient repartis dans leur famille, celui qui était disparu, personne n'a fait de cas. La guerre était commencée de toute façon. Ça fait qu'il est disparu, puis le temps a passé. Ben, à un moment donné, c'était dans le temps de mon grand-père, à moi. Les gars de même étaient réunis un soir autour d'un feu, là, quelque part au village, puis... mon grand-père, il dit aux autres, il dit, les gars, avez-vous déjà entendu parler de ça, vous autres, l'histoire des trésors? Ah, il paraît qu'il y a un mort qui garde le trésor. On a bien trop peur des morts, nous autres. Mon grand-père, je ne sais pas s'il était plus intelligent que les autres, mais en tout cas, on doit retenir de lui, d'ailleurs. En tout cas, mon grand-père, il dit aux autres, il dit, les gars, il dit, la semaine prochaine, c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, dans la religion catholique en Amérique, en tout cas, je ne sais pas si ici c'est le même, mais dans la religion catholique, le 1er novembre, c'est le début du mois des morts. Hein, ça, on s'entend là-dessus. Le mois des morts. Le 1er novembre, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints, comme aujourd'hui. Le 2 novembre, c'est la fête des morts. Fait que mon grand-père, il dit aux autres, hey, les gars, si c'est la fête des morts, le mort, il sera pas là, il va être parti fêter, on va pouvoir creuser en paix. Oh, ben, la bonne idée. On y avait pas pensé. Ça fait que, hey, je donne rendez-vous, toi, le 2 novembre au soir, avec des pelles, des pioches, toutes pour creuser le terrain. Fait qu'ils partent du village, puis du village, là, du centre du village, à côté de l'église, pour se rendre jusqu'à la petite ferme où il y a le plus grand des arbres, où il y a le coffre était supposément caché. Il y avait 5 kilomètres à pied. Fait que tout le long du chemin, puis là, il était bien entendu que quand il arrivait autour de la petite ferme, puis autour du plus grand, puis du plus vieil arbre, il fallait pas entendre un mot. Ça fait qu'ils sont arrivés autour du plus grand des arbres. Ils se sont tous mis en rangée même, avec le sonde sonder le terrain. Fait que là, ils se mettent à faire le tour de l'arbre avec le sonde. À un moment donné, mon grand-père, il sondait, puis il trouvait que c'était dur en dessous de lui. Ça fait qu'il fait signe aux autres. Ils mettent les sondes à terre, les bouts de bois, ils prennent le pelle, puis là, ils se mettent à creuser. Puis creuse, puis creuse, puis crée, puis creuse. Puis à un moment donné, v'là-tu pas qu'un bout de coffre apparaît? Hey, celui qui avait pris une petite gorgée tout là, Chaya, les gars, on l'a trouvé! En disant ça, toi, le mort, il a entendu parler. Il est revenu aussi vite que l'éclair, plus vite qu'il était parti. Le mort dans la terre, lui, il tirait sur le coffre. Les 6 gars, mon grand-père et ses 5 amis, ils tiraient sur l'autre bord, puis ils tirent d'un bord, puis ils tirent de l'autre, puis ils tirent d'un bord, puis ils tirent de l'autre. À un moment donné, juste avant de disparaître pour de bon, le coffre, il a ouvert un peu. Il y a 2 pièces d'or qui sont tombées du coffre. Mon grand-père, il les a vues, les 2 pièces d'or. Mon père les a vues. Mon grand-père les a ramassées, mon père les a vues. Hey, moi, je les ai pas vues, les 2 pièces d'or. Mais cette histoire-là, ça doit être vrai. Parce que mon grand-père, mon père puis moi, on n'est pas des menteurs. Bravo, Yann! Magnifique!